Bien. Bonsoir, mesdames et messieurs. L'honneur de votre présence ici. Meilleurs vœux, puisque nous sommes encore dans le mois qui m'autorise à vous souhaiter une excellente année. Bienvenue également à tout le public qui nous suit à distance. Nous avons un très grand nombre d'inscrits pour cette conférence, donc une belle assemblée présente ici avec nous, et puis un nombre, semble-t-il, très conséquent de personnes qui nous suivent à distance. Donc c'est un événement qui très clairement interpelle, intéresse et à certains égards préoccupe, compte tenu d'une actualité sur laquelle nous allons évidemment avoir l'occasion de revenir. Alors l'objet de cette conférence, dont le titre s'affiche derrière moi, Quel avenir pour Taïwan, va évidemment revenir sur cette élection qui s'est tenue il y a maintenant 9 jours exactement, le 13 janvier, avec à la fois une élection présidentielle. Hein, nous reviendrons sur la victoire du président Lai Ching-te ou William Lai et ce que cela peut impliquer pour l'avenir de Taïwan et notamment la relation interdétroite avec la Chine continentale. Nous reviendrons aussi sur l'élection législative, peut-être un petit peu moins commentée dans les médias, mais tout aussi importante compte tenu des nouveaux rapports de force qui seront, eux, effectifs dès le 1er février. Nous en parlions à l'instant. Et donc, nous avons désormais un nouveau Parlement qui va pouvoir évidemment peser aussi sur la vie politique taïwanaise. Alors, pour aborder toutes ces questions, et nous allons d'ailleurs le faire de manière assez, je dirais, assez souple. Hein. On va poser des questions et puis évidemment, vous aurez l'occasion ensuite de pouvoir intervenir. Je m'appuie sur trois intervenants de grande qualité. Alors malheureusement, Valérie Niquet a un petit problème de transport. Elle nous rejoint dans quelques instants et nous l'attendons avec impatience. Donc je vais commencer par elle, la présenter l'absente. Donc Valérie Niquet est directrice de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Elle a, par le passé, travaillé ici à l'IRIS, donc c'est une vieille amie de l'IRIS, de notre institution. Et Valérie travaille sur les questions politiques et sécuritaires en Asie orientale, et notamment la relation Chine-Taïwan, pour laquelle elle a eu l'occasion de produire un certain nombre d'articles scientifiques, mais aussi un ouvrage. À ma gauche, François Hou, le plus grand d'entre nous tous. Merci beaucoup, François, de nous honorer de cette présence. François Hou est représentant de la République de Chine, Taïwan, ici à Paris, l'équivalent de l'ambassadeur, hein, je dirais tout simplement. Et d'ailleurs, François est diplomate. François, vous avez par ailleurs été vice-ministre des Affaires étrangères à Taïwan. Et donc, vous avez une expérience non seulement de cette diplomatie, mais aussi de la politique étrangère taïwanaise dans son ensemble. Et vous allez pouvoir avec nous commenter le résultat de cette élection. Je sais que vous avez à cœur de le faire et vous l'avez d'ailleurs fait à de nombreuses reprises dans les médias ces derniers jours. Et puis, nous avons également la présence de Claude Leblanc. Claude est journaliste à l'Opinion, spécialiste de l'Asie, et je suis sûr que beaucoup ici ont plaisir à lire les articles que Claude publie dans ce journal. Claude est spécialiste lui aussi de cette région qu'est l'Asie orientale, avec, je dirais, un angle à la fois Chine, Taïwan et le Japon, pays qu'il connaît tout particulièrement. Et d'ailleurs, dans nos échanges, nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur la relation entre Taipei et Tokyo, qui me semble aujourd'hui peut-être plus qu'hier indispensable à aborder. Alors, sans plus tarder, je lance un petit peu la première question, hein, et on va proposer un petit tour de table. Et François, je vous inviterai à y répondre peut-être le premier, avec d'abord une question assez simple, assez générale. Que retenir de cette élection, à la fois dans la campagne électorale? Est-ce que c'est une victoire pour la démocratie et les institutions taïwanaises? Et si oui, pourquoi? Et puis, quel bilan tirer de ce résultat avec donc la victoire de William Lai et pour la première fois dans l'histoire de la démocratie taïwanaise, le même parti qui va effectuer au moins 3 mandats consécutifs, et puis idem en ce qui concerne le Parlement. François, je vous donne 5 minutes peut-être pour répondre à Très cette bien. question, et puis on va faire un tour de table ensuite. Merci beaucoup. Oui, d'accord, très bien, cher Barthélémy. Alors, je crois, cette fois-ci, la réussite de cette élection présidentielle taïwanaise symbolise vraiment la réussite de la démocratie. Moi, je pense que c'est quelque chose de très important pour le monde entier.
ça voulait ça voulait dire très clairement que la démocratie, ça fonctionne dans un monde sinophone. Et je crois que c'est ce que M. Xi Jinping, la Chine, a le plus peur. Je vais montrer très rapidement la veille de l'élection présidentielle de Taïwan, parce que personne entre vous ici a été à Taïwan pour voir l'ambiance. Regardez. Le monde qu'il y a dans la rue. Donc tout le monde, c'est-à-dire ça c'est la partie du DPP, la partie du PP, il y a aussi la partie du KMT, il y a aussi la partie du Parti populaire. Donc ça fait trois fois des milliers de gens dans la rue qui chantent, qui espèrent la victoire. Et je crois que c'est vraiment ça que tout le monde doit retenir, encore une fois, que la démocratie, ça peut fonctionner dans un monde sinophone en Asie et ça a été très réussi. Alors, vous m'avez appelé représentant de Taïwan, de la République de Chine ici. Ça veut dire que bah, la France ne reconnaît pas Taïwan. Mais vous savez, si vous êtes tous démocrates, le président qui vient d'être élu ou la présidente sortante, si vous voulez, pour moi, il est plus ou elle est plus légitime que M. Xi Jinping. Lui, il est élu par une seule voix. Nous, la présidente a été élue par plus de 8 millions de voix et M. Lai, qui vient d'être élu, est élu par plus de 5 millions de voix. Nous remplissons tous les critères d'une démocratie mature. On a plusieurs partis, on a des électeurs. Et je viens de recevoir un chercheur français qui vient de passer du jour à Taïwan. Il dit que ben, c'est vraiment l'exemple parfait d'une démocratie réussite. Donc moi, je pense que c'est ça qui est le plus important. Alors, pour Taïwan, c'est aussi historique, parce que là, je parlais du symbole de Taïwan dans le monde entier, la réussite d'une démocratie dans un monde sinophone. Mais à l'intérieur de Taïwan, c'est pour la première fois qu'un parti politique gagne trois fois en consécutif. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, sur le plan international, ça démontre très bien aussi qu'un pays comme Taïwan, un petit pays de 23 millions d'habitants, a réussi à résister à l'ingérence chinoise. Parce que ça fait trois fois que c'est le candidat le moins aimé de la Chine qui a été élu. Et donc, à chaque fois, Taïwan dit, bon, vous détestez ce candidat, mais on va l'élire. C'est-à-dire, dans la tête des Taïwanais, enfin, bien sûr, on tient compte un petit peu, mais on ne suit pas la pression chinoise qui est quand même énorme pour notre petit pays. Taïwan, maintenant, n'a que 12 pays qui reconnaissent, c'est parce que la Chine fait pression partout et vous oblige de ne pas reconnaître Taïwan. Donc, sur le plan intérieur, déjà, le parti DPP, elle gagne à trois fois consécutives, donc c'est très important pour nous. C'est-à-dire, on a réussi à faire continuer un parti qui a quand même un très bon bilan politique. Et en dehors de ça, l'économie aussi fonctionne très très bien. Nous espérons bien sûr continuer cette performance économique pour pouvoir prouver. Vous savez, pour Taïwan, maintenant, il y a une sorte de taïwanologie. C'est-à-dire, bah, les peuples qui sont exclus du monde, il n'y a pas que les Taïwanais. Mais souvent, parce qu'on n'est pas content, on est en colère de cette élection, on est maltraité, donc on répond souvent par la violence. Mais Taïwan a réussi à démontrer, même en étant exclu, mais face à tant de difficultés, on peut réussir la démocratie. Surtout aussi, on a réussi à créer ce savoir-faire des semi-conducteurs. Vous savez, 92% des semi-conducteurs les plus sophistiqués du monde entier sont faits par Taïwan. C'est quoi la technologie de Taïwan? C'est dans 1 cm² de puce, il y a 10 milliards de chips. C'est ce savoir-faire. Et on a réussi à le faire. Donc, on a réussi sur le plan politique, sur le plan politique, on a réussi aussi sur le plan de savoir-faire. Sur le plan économique, Taïwan continue à bien exporter. En 2022, nous avons la meilleure croissance économique du monde. On est maintenant la 21e puissance du monde. Et donc, ça veut dire, c'est-à-dire, cette sorte d'isolation faite par la Chine n'a pas empêché Taïwan à réussir. Donc voilà, j'ai que 5 minutes. Je dis un peu sur le gros plan, qu'est-ce que ça signifie. Encore une fois, c'est-à-dire
que la démocratie, ça fonctionne, la liberté, tout ça, ça fonctionne, surtout dans un monde sinophone. En Asie, ça fonctionne très bien, mais aussi malgré tout le blocus, tout l'isolement fait par la Chine, nous avons quand même réussi à faire une société prospère, d'égalité et aussi libre. Voilà, merci. Merci beaucoup, François. Claude, cette campagne a-t-elle été très clivante entre les différents partis politiques? Et puis surtout, comment expliquer la présence de trois candidats à cette élection qui, rappelons-le, ne se joue qu'en un seul tour, hein, ce qui peut expliquer le résultat auquel nous ne sommes pas habitués, nous, en France. Oui, alors effectivement, comme soulignait Monsieur Wu, le résultat est une expression de la démocratie, et ça fait aucun doute, puisque les deux autres candidats rivaux de Monsieur Lai ont tout de suite reconnu leur défaite une fois que les résultats ont été proclamés. Ce n'est pas toujours le cas, y compris dans des très grandes démocraties. Donc ça, c'est déjà un bon point. Ensuite, il a existé, et je pense que ça permettra de mettre aussi un petit bémol sur les déclarations de M. Wu, c'est que la campagne électorale à Taïwan a été quand même assez clivante, dans le sens où l'émergence d'un troisième parti, le Parti populaire taïwanais, a quelque peu bouleversé la donne, puisque il y a d'abord ce parti et maintenant un peu l'arbitre de la prochaine législature, puisqu'il a 8 députés quand le Kuomintang en a 52 et le Parti démocrate progressiste 51. Donc c'est lui qui fera un petit peu la différence. Et puis d'une certaine façon, le Parti démocrate progressiste, si on regarde le résultat de l'élection proprement dit, a perdu malgré tout 2,5 millions de voix par rapport à 2020. Donc, on se retrouve en fait dans une élection qui rappelle un petit peu celle de 2000, quand le premier président du Parti démocrate progressiste avait été élu. Et ça avait donné lieu d'ailleurs à une situation un peu compliquée en termes de fonctionnement pas de la démocratie, mais du fonctionnement de la vie politique à Taïwan pendant son mandat. Et donc, on peut penser que le résultat de l'élection de cette année se posera les mêmes difficultés, puisque là, dans quelques jours, le Parlement va entrer en fonction. On aura donc à ce moment-là l'élection du président de l'Assemblée nationale, qui sera sans doute qui sera un membre du Kuomintang. Le Kuomintang a déjà fait des avances au Parti populaire taïwanais pour obtenir, enfin pour lui donner éventuellement la vice-présidence, donc de telle manière à s'assurer qu'il y ait une espèce de tandem de TPP, KMT face au parti de M. Lai. Et donc ça risque éventuellement, y compris sur des questions aussi sensibles que la défense, de poser des problèmes dans la gestion qu'aura le gouvernement taïwanais, enfin le futur gouvernement de M. Lai, à partir du mois de mai, quand il rentrera en fonction. Donc ça, je pense que c'est un point qui est quand même très important. Et puis par ailleurs, je pense que cette élection, puisque comme vous le soulignez, l'élection était une élection présidentielle et une élection législative. Le, sur le plan de la présidentielle, effectivement, on peut dire, sans doute à juste titre, que les Taïwanais ont choisi un président qui incarnait effectivement une espèce de refus d'une d'une ingérence, en tout cas d'une pression chinoise, ça c'est clair. Mais sur le plan intérieur, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et les Taïwanais, de manière générale, j'en ai discuté avec beaucoup d'entre eux et beaucoup de jeunes notamment, les jeunes qui avaient été le principal soutien du Parti démocrate progressiste dans les deux élections précédentes de Madame Tsai en 2016 et 2020, cette fois-ci, se sont tournés vers le TPP. Alors on présente souvent le TPP comme un parti populiste n'ayant pas une ligne politique très claire, mais le problème, c'est que le Parti démocrate progressiste n'a pas réussi à convaincre la jeunesse d'être derrière lui, et notamment sur des questions aussi sensibles que l'économie, que le logement, que des situations d'inégalité, puisque vous parliez tout à l'heure d'égalité, mais il y a quand même beaucoup d'inégalités à Taïwan, et la jeunesse a une exigence par rapport à ça. Il ne se retrouve pas dans le programme, complètement en tout cas, dans le programme du Parti démocrate progressiste. Donc du coup, cette situation fait que d'un côté, effectivement, si on regarde uniquement dans une perspective internationale,
et notamment du rapport à la Chine, on peut considérer effectivement que c'est une victoire du Parti démocrate progressiste et que, effectivement, c'est une espèce de pied de nez, comme beaucoup l'ont écrit à Pékin. Mais d'un autre côté, il y a aussi une vision plus intérieure et qui aura aussi des conséquences sur la politique que pourra mener le nouveau gouvernement face à Pékin, notamment parce qu'il y aura les questions de défense, savoir est-ce qu'on votera toutes les dépenses, est-ce que on acceptera de prendre telle ou telle mesure contre Pékin, j'en sais rien. On dit souvent que le Kuomintang est un parti enfin, très pro-Pékin, que le TPP a oscillé entre une position pro-Pékin, une position parfois anti-Pékin. On ne sait pas très bien ce qu'il veut, mais globalement, on peut supposer que la situation actuelle sera une situation relativement compliquée pour le prochain gouvernement. Merci beaucoup, Claude. Valérie Niquet nous a rejoint, comme vous pouvez le voir. Bienvenue, Valérie. Et donc, la même question hein, sur le bilan à la fois de cette campagne et puis du résultat. Donc, j'étais pas là pour écouter les deux présentations précédentes, donc je vais peut-être pas être très longue parce que je voudrais pas répéter ce qui a dû déjà être souligné. Déjà, le bilan, mais ça, tout le monde l'a bien vu, c'est en fait le caractère extrêmement vivace et fonctionnel de la démocratie taïwanaise qui s'est mise progressivement en place depuis les années 90. Mais là, on voit que les votes se déroulent parfaitement normalement. Enfin, il y a des débats politiques. On a beaucoup parlé des campagnes de désinformation menées par Pékin, y compris sur les réseaux sociaux. Mais on voit qu'il y a une très grande maturité de l'électorat taïwanais qui choisit même des solutions de cohabitation, comme on le voit aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà un premier point positif et une réponse en quelque sorte au discours très autoritariste de la part de la République populaire de Chine. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit sur évidemment les bémols à apporter avec d'un côté la victoire de William Lai, mais qui quand même est une victoire parce que c'est la première fois que pour la troisième fois le candidat du DPP est réélu. Tsai Ing-wen ne pouvait pas se représenter, donc il y avait quand même une interrogation. Je crois qu'il a été très aidé aussi par celle qui sera sa vice-présidente, hein, donc qui a une image internationale aussi de modernité. Elle était ambassadrice, entre guillemets, en tout cas représentante de Taïwan aux États-Unis. Et ça aussi, c'est très symbolique de Taïwan, de l'ouverture de Taïwan, même par rapport à d'autres pays de la région, comme je pense au Japon, la Corée du Sud. Elle est elle-même, son père est taïwanais, mais sa mère est américaine. Donc, il y a ce côté très, très ouvert de cette société taïwanaise. Par ailleurs, et avec cette question de la cohabitation, le Kuomintang d'aujourd'hui, à mon avis, même si le vice-président, lui, est un représentant du Kuomintang un peu dur du passé, le Kuomintang aujourd'hui est quand même très différent dans la mesure où il y a eu cet épisode de Hong Kong, enfin, qui s'est passé, et le Kuomintang ne peut plus avoir les positions qu'il tenait à l'époque de Ma Ying-jeou, par exemple. Alors, c'est vrai qu'il va y avoir des interrogations, notamment sur le niveau de d'accords économiques avec la Chine, par exemple, qui pourraient être relancés ou pas, et est-ce que c'est vraiment ce que souhaite la population taïwanaise? Ça, c'est des points d'interrogation. Et puis, évidemment, c'est juste le dernier point que je voulais indiquer, c'est la grande question, c'est que va devenir le TPP? Est-ce que ça va rester ou est-ce que ça va s'effilocher avec la participation au pouvoir, enfin au sein du yuan législatif? Est-ce qu'il est là pour durer ce parti? Dans ce cas-là, il faudra peut-être qu'il clarifie certaines de ses positions ou est-ce qu'au contraire, son soutien va s'étioler au fur et à mesure qu'il participe au pouvoir? Merci beaucoup Valérie. Alors, le mot a été dit, hein, cohabitation ou possibilité d'une cohabitation. Donc, ça fait évidemment partie déjà des premiers enseignements de cette élection avec donc ce résultat, vous l'avez compris, différent entre la présidentielle et cette élection législative qui concernait les 113 parlementaires au UN législatif. Et puis, la question aussi de savoir s'il y a encore aujourd'hui à Taïwan des partis pro-Pékin. Hein, et on voit bien, à entendre nos différents intervenants, que eh bien, ce n'est plus tout à fait le cas. C'est un petit peu plus subtil que cela. Et on va bien évidemment y revenir en abordant la question de la relation avec la Chine. Mais avant cela, je sais que François, vous voulez ajouter un petit quelque chose. Oui, merci. Je voudrais ajouter quelques observations différentes de Claude.
Alors, bien sûr, le parti au pouvoir a reculé cette fois-ci. Il parlait tout à l'heure. Nous reconnaissons ça, mais également le KMT. Donc, ce n'est pas seulement le parti au pouvoir qui a reculé, mais le KMT rencontre aussi beaucoup de difficultés. Donc, tu parlais tout à l'heure que les jeunes sont partis, mais c'est encore pire pour le KMT. Pour Cowen, c'est le Parti populaire, ils ont obtenu, pour la jeunesse, plus de 50% de la jeunesse ont voté pour eux. Mais après, pour le parti au pouvoir, ça doit être à peu près 20-30, et le KMT reste plus grand monde qui ont voté pour le KMT. Donc, dans 4 ans, parce que tous les 4 ans, il y a 1 million de jeunes qui entrent pour voter, le KMT va devoir faire face à encore plus de difficultés. Alors, deuxième chose, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier le contexte qu'on vient aussi de sortir de la crise du Covid-19. C'est rare qu'un gouvernement gagne l'élection après la sortie du Covid-19. Et le parti au pouvoir DPP fait partie de ces rares gouvernements qui ont gagné, y compris la France. Sinon, tous les autres, vous allez regarder, ils ont tous perdu les élections. Donc, je pense que c'est parce que le DPP a présenté un très bon bilan. Donc, moi, je pense, si nous regardons ça, il faut savoir que, en général, c'est quand même une grande victoire pour le DPP. Alors, Valérie avait parlé tout à l'heure, est-ce que ce parti de M. Cohen, le Parti populaire, peut continuer à exister? Justement, c'est là qu'il se pose la grande question. Parce que si vous posez la question, vous devez reconnaître, pour ce nouveau parti, tout le monde reconnaît que M. Cohen, c'est-à-dire le président. Et ça, c'est quelque chose de très, très nouveau pour nous. Une seule personne peut obtenir tant de voix dans une élection présidentielle, c'est vraiment un phénomène qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. Alors, si vous voulez, moi, je dis, c'est parce que Taïwan ressemble de plus en plus à la France. Monsieur Ke est un populiste, et après, il dit ben, à gauche, à droite, tout le monde est pourri. Votez pour moi. Comme maintenant en France, on dit la gauche et la droite est tout pourri. Monsieur Ke dit que les verts, les bleus, ils sont tous pourris. Votez pour moi et je vais vous donner une nouvelle vie politique, un espoir. Donc, c'est un peu ce phénomène-là qui a fait qu'il a obtenu tant de votes. Alors, pour le président de l'Assemblée nationale de Taïwan, monsieur Claude avait dit que ce sera certainement le KMT. C'est pas sûr. Parce que pour gagner la présidence de l'Assemblée nationale, il faut avoir la majorité absolue. Alors, le KMT n'en a pas. Le DPP vient de proposer, c'est-à-dire mon parti vient de proposer au Parti populiste, vous aurez la présidence, nous serons numéro 2 et nous formons une majorité. C'est la coalition. Donc, si cette coalition peut se faire, c'est pas sûr. On est d'accord. C'est-à-dire, ce sera le 1er février que ça va être voté. Alors, si M. Ke accepte la proposition du parti au pouvoir, qui prend la présidence et nous serons numéro 2, eh ben, ce sera encore le DPP qui sera au pouvoir. Donc, je pense que c'est encore des enjeux à voir et c'est très intéressant. S'il n'y avait pas la Chine qui voulait détruire la démocratie de Taïwan, moi, je pense que ce serait vraiment une chose très intéressante à observer. Comment une démocratie peut être née non seulement née, mais bien fonctionner dans le monde sinophone et en Asie. Voilà, je termine là-dessus. Merci beaucoup d'avoir rajouté effectivement ces petits éléments. Je crois que vous avez tous compris que le 1er février va être une date fatidique puisque nous saurons quelle coalition sera majoritaire au Parlement et donc pourra soit être en position d'opposition au gouvernement, au futur gouvernement de William Lai, ou si au contraire, c'est ce dernier qui va pouvoir s'appuyer sur le Parlement. Donc ça va être très intéressant et ce sera effectivement la prochaine échéance politique. Alors on va aborder maintenant la question que tout le monde se pose de la relation avec Pékin. Je vous rappelle qu'au cours des dernières heures, il y a encore eu des manœuvres d'intimidation chinoises avec des ballons qui ont été observés dans l'espace aérien taïwanais. Il y a eu également, François Hu avait noté tout à l'heure, les soutiens diplomatiques à Taïwan, qui ne sont désormais que 12, 11 États aux Nations Unies, plus le Saint-Siège, et Nauru, ou Nauru, je ne sais pas trop comment prononcer ce petit pays, Nauru, a fait défection. Quelques jours seulement après l'élection de William Lai et s'ajoute donc à la liste des pays qui ont choisi Pékin et ont choisi de renoncer à Taïwan. Alors, ce n'est pas la première fois que Nauru fait volte-face, c'était déjà le cas, je crois, en 2004, avant de revenir quelques années plus tard et de réinstaller cette relation diplomatique avec Taïwan. Donc, il faudra évidemment suivre cela avec grand intérêt, mais on voit aussi derrière cette décision les pressions
pressions donc à la fois militaires, ça on les connaît, on les commande beaucoup, mais aussi des pressions diplomatiques et des pressions économiques que la Chine exerce depuis maintenant plusieurs années face à Taïwan. Alors, la question que je vais poser à chacun d'entre vous, et on va commencer peut-être par Valérie, est-ce que le résultat de cette élection doit être perçu comme eh bien, je dirais l'accentuation de ces tensions interdétroits, ou est-ce qu'au contraire, avec une nouvelle équipe au pouvoir, et puis avec cette espèce de cohabitation qui ne dit pas encore son nom, mais qui risque de se profiler, nous pourrions aussi avoir une autre manière de penser cette relation avec Pékin? Alors d'abord, je pense pas du tout que ce soit les élections à Taïwan et ce qui se passe à Taïwan qui soit la cause des tensions à travers le détroit. La cause des tensions à travers les détroits, c'est la position de Pékin qui continue, enfin qui réaffirme avec assurance que Taïwan sera entre guillemets réunifié. Alors le mot réunifié, je l'utilise parce que c'est celui qu'on utilise toujours, mais il ne signifie pas grand-chose dans la mesure où, comme vous le savez, la République de Chine à Taïwan donc n'a jamais fait partie de la République populaire de Chine. Donc de toute façon, on ne peut pas parler de réunification, on pourrait éventuellement parler de conquête de Taïwan par la République populaire de Chine, ce qui mettrait fin, selon Pékin, à la guerre civile qui avait eu lieu avant 1949 et qui écraserait définitivement la République de Chine installée à Taïwan. Donc ces tensions-là, avec la Chine, elles ne peuvent que se poursuivre parce que ce que voudrait Pékin, en fait, c'est une sorte de déclaration, au moins une déclaration d'allégeance, Taïwan reconnaissant qu'il n'y a qu'une seule Chine et que Taïwan en fait partie. Et ça, finalement, on en a déjà un peu parlé. En dehors de micro-partis totalement pro-Pékin ou manipulés par Pékin, d'abord, la population taïwanaise n'en veut pas dans son ensemble. Je crois que moins de 5% de la population aujourd'hui est favorable à une réunification. Alors évidemment, les Taïwanais sont plutôt favorables à un statu quo, c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas non plus favorables à une déclaration d'indépendance. Parce que alors d'abord, la position du parti indépendantiste, c'est de considérer que Taïwan étant indépendant de fait, il n'y a pas besoin de... dispose de tous les éléments qui constituent un État. Donc, même s'il n'y a pas de reconnaissance diplomatique ou très peu, il n'y a pas besoin de déclarer l'indépendance de Taïwan. Et c'est certain que si Taïwan déclarait l'indépendance sous une forme ou une autre, eh bien, ce serait difficile pour la République populaire de Chine de ne pas réagir, dans la mesure où ils répètent tous les jours que si Taïwan déclare l'indépendance, ils feront quelque chose. Donc, la position raisonnable et très responsable du DPP jusqu'à maintenant, et ça devrait se poursuivre évidemment, c'est de considérer qu'on ne déclare pas officiellement l'indépendance de Taïwan, et Taïwan est de toute façon indépendant de fait. Par ailleurs, c'est vrai qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est sans doute les États-Unis ne soutiendraient pas forcément une déclaration formelle d'indépendance de la part de Taïwan. Donc pour Pékin, en fait, cette élection, cette troisième élection du candidat du DPP, alors que Pékin s'y est ouvertement opposé, à multiplier les éléments pour démontrer que l'élection du DPP mènerait à des tensions accrues, à la guerre, bon, enfin qu'il fallait absolument pas choisir le DPP. Malgré ça, les Taïwanais, une fois de plus, n'ont absolument pas tenu compte des pressions chinoises. C'est là qu'on voit que la stratégie de désinformation, de guerre de l'information, de manipulation que la Chine met en œuvre est d'une efficacité très relative, puisqu'ils n'ont pas soutenu cette position et qu'ils ont à nouveau choisi le candidat qui leur semblait le mieux à même d'assurer une continuité et la protection de la démocratie à Taïwan. Par ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, les soutiens de Pékin à Taïwan sont très affaiblis. On l'a vu avec le Kuomintang qui aujourd'hui, même s'il reconnaît ce soi-disant consensus de 92, c'est un document, enfin c'est même pas un document, c'est une déclaration entre deux organisations non gouvernementales en 1992, une de République populaire de Chine et une de la République de Chine, qui déclarait qu'il n'y avait qu'une seule Chine, soi-disant. Enfin, on n'en a jamais vraiment vu le témoignage direct. En tout cas, Pékin met toujours ce consensus, ce fameux soi-disant consensus de 92 en avant.
en exigeant que Taïwan le reconnaisse. Et même si le Kuomintang ne le rejette pas, on voit bien que le Kuomintang aussi est relativement prisonnier de l'opinion publique taïwanaise et peut difficilement aujourd'hui s'engager d'une manière très active dans un rapprochement avec Pékin sans précaution. Donc pour Pékin, c'est encore une fois un camouflet pour Xi Jinping aussi. Même si c'est vrai, Pékin met en avant le fait que le DPP n'a plus la majorité, qu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, enfin au yuan législatif, et donc ne représente pas la population taïwanaise, mais personne n'y croit en réalité. Donc face à ce discours chinois qui est de plus en plus coupé de la réalité, bien finalement, Taïwan existe, s'impose, est de plus en plus visible sur la scène internationale. Et c'est certain que ça n'est pas un succès, entre guillemets, pour la stratégie agressive qui est mise en place par Xi Jinping depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Merci Valérie. Alors, je vous rappelle que les personnes ici dans la salle pourront poser des questions prochainement, enfin d'ici un quart d'heure environ. Et pour ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez dès à présent utiliser le petit onglet questions et réponses et poser un certain nombre de questions que je pourrais moi-même adresser à nos intervenants. Alors, je me tourne vers Claude pour commenter également cette relation interdétroit compliquée. Beaucoup de journalistes, je me permets d'interpeller le journaliste ici, beaucoup de journalistes ont fait mention ces derniers jours d'une forme de retenue de la part de Pékin suite à cette élection. Est-ce que c'est quelque chose qui est observable? Est-ce que c'est un leurre? Enfin, comment interpréter un petit peu cette réaction relativement sobre de Pékin? Je dis relativement parce que je mentionnais tout à l'heure les gesticulations et puis la question de nos rues. Alors oui, enfin, je pense que c'était attendu parce que je pense que Pékin va attendre jusqu'au mois de mai la déclaration de politique du nouveau président pour voir un petit peu comment il se positionne, puisqu'en 2016 et 2020, les discours de Madame Tsai avaient été très clairs sur le positionnement par rapport à Pékin et la politique étrangère de Taïwan. Donc là, pour l'instant, William Lai, enfin, juste après son élection, a fait des déclarations où il mettait justement un petit bémol dans la volonté éventuellement d'indépendance et autres. Et donc, je pense que Pékin effectivement, est un peu plus mesuré, un peu plus attentiste, mais malgré tout, il y a quand même des déclarations assez fortes du ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, en Égypte la semaine dernière, où il a répété assez clairement que la réunification se ferait quoi qu'il arrive, que Xi Jinping, dans ses vœux, l'a aussi réitéré. Enfin, là-dessus, il n'y a pas de... Il y a pas de questionnement. Pour Pékin, la chose est dite. Je crois qu'ils ont l'objectif du centième anniversaire de la fondation de la République populaire en 2049 comme objectif de réunifier la Chine territorialement, que ce soit, il y avait Hong Kong, Macao et maintenant Taïwan. Ça fait partie de leur objectif. Je ne sais pas s'ils y parviendront, mais enfin, en tout cas, je crois que ça, c'est quelque chose qui est à peu près inscrit dans le marbre chez eux. Après, la question, effectivement, c'est plutôt à Taïwan, et ce que disait Valérie Niquet est tout à fait juste. Je pense que globalement, les Taïwanais ont réaffirmé effectivement leur désir de ne pas être sous la coupe de Pékin, ça c'est clair. Et puis, en même temps, il y a ce désir de la population, et ça, tous les sondages qui ont pu être menés par différents instituts, universités ou autres, montrent que une très large majorité de la population, entre 70 et 80%, souhaite le statu quo. Donc, chacun vit de son côté, comme on faisait auparavant, et tout ira bien. Donc, grosso modo, c'est un petit peu la volonté des Taïwanais. D'autant plus que ce qui s'est passé, en fait, au cours des 30 dernières années, c'est une évolution aussi de la société taïwanaise. Pendant très longtemps, j'allais dire, ceux qui gouvernaient, et notamment le Kuomintang, étaient issus du continent, avec des liens très forts avec la Chine populaire. Aujourd'hui, la majorité de la population taïwanaise est taïwanaise, se sent davantage taïwanaise que chinoise, de manière très claire. Je crois que l'année dernière, le Pew Research Center avait fait une étude qui montrait que 83% des Taïwanais se disaient taïwanais et seulement 1% chinois. Donc voilà, j'allais dire la messe est dite. Et même au sein du Kuomintang, puisque le candidat à l'élection présidentielle, M. Hou, était quelqu'un issu vraiment avec une famille, avec des liens profonds à Taïwan.
Donc je crois même au sein du Kuomintang, aujourd'hui, il y a une reconnaissance du fait que il ne peut pas y avoir en tout cas une réunion de Taïwan et de la Chine sous les règles voulues par la Chine populaire, par le Parti communiste chinois. Ça, je pense que c'est tout à fait certain. La question qui va se poser, effectivement, maintenant, c'est de savoir comment on va pouvoir négocier, en quelque sorte, enfin, trouver un modus operandi qui permettra aux deux de cohabiter ou d'arriver effectivement à une reconnaissance peut-être de facto ou juridique selon l'évolution aussi de la situation en Chine populaire, parce que tout peut arriver après tout, y compris en Chine populaire, de voir comment dans quelques années cette situation, en tout cas de cette reconnaissance à Taïwan de l'identité taïwanaise, enfin, qui oblige aujourd'hui finalement qui obligera aussi les Chinois à reconnaître la barrière qui existe, enfin le mur qui s'est construit entre les deux pays, enfin les deux parties du détroit ces dernières années et qui est aujourd'hui impossible à remettre en question. Merci Claude. François, je vous pose la même question en insistant peut-être sur la marge de manœuvre de Pékin d'une certaine manière, parce qu'on parle de réunification avec cette échéance de 2049. J'ai lu récemment des études aux États-Unis qui font mention de 2027, le centième anniversaire de la création du Parti communiste chinois. Enfin bref, que ce soit 2027 ou 2049, on voit que l'échéance se rapproche de manière inexorable, pardon. Mais est-ce que la Chine a vraiment la possibilité de passer à l'acte? Quelle est la marge de manœuvre de Pékin, à la fois dans l'impact qu'aurait cet entêtement, hein, on peut le qualifier ainsi, en termes d'image pour la Chine, mais également en termes de possibilité de pouvoir opérer cette conquête, hein, ou réunification, comme c'est présenté côté Pékin. Donc voilà, comment est-ce que vous voyez un petit peu l'avenir de cette relation et comment Taïwan doit justement se positionner face à cet entêtement chinois? Alors, Taïwan, naturellement, a une position pas facile face à cette grande Chine, parce qu'à chaque fois, quand tout le monde pose la question, est-ce qu'il y aura une guerre entre Taïwan et la Chine, est-ce que quand tu viens de dire quand la Chine va passer à l'action, on raisonne uniquement sur des moyens militaires. Alors, c'est-à-dire, on dit Taïwan n'a que 200 000 hommes, la Chine en a 1 million, et après, Taïwan va certainement perdre. Mais moi, avant d'être diplomate, moi, j'étais professeur des relations internationales. Les relations internationales ne se résument pas uniquement sur des moyens militaires. Si c'est ce cas-là, à chaque fois la Chine veut réussir à faire quelque chose, il impose, dit, moi j'ai 2 millions d'hommes et même la France est obligée de se plier devant la Chine. C'est pas comme ça qu'on regarde. Donc il y a aussi ce qu'on appelle, il y a certainement des moyens militaires, mais aussi une structure internationale qui regarde tout ça. Et donc, si vous regardez ça, moi je pense que Taïwan a beaucoup, beaucoup progressé. Je cite simplement l'exemple, cette fois-ci après la réussite de l'élection de Taïwan, nous avons reçu vraiment des lettres de félicitations venant du monde entier. Je cite uniquement la France. Vous savez, en 2020, il y avait quelques députés qui ont, c'est même, il y avait pas, quelques députés qui ont écrit une lettre de félicitations et la réaction était de M. Louchai en disant bah, ces députés étaient comme des crapauds, ça sautait dans les jambes, ça faisait pas mal, c'est seulement dégueulasse. Vous voyez, la réaction était violente. Hein. C'est comme ça que M. Louchai avait critiqué les députés français. Et cette fois-ci, si nous comparons ça, c'était beaucoup plus mesuré. D'autant plus, et si vous regardez le nombre, vous savez, cette fois-ci, on a eu la lettre de félicitations du Quai d'Orsay. Cette fois-ci, c'est vraiment une belle lettre de félicitations. Il y a 4 ans, c'était la félicitation d'une démocratie locale. Cette fois-ci, c'est vraiment pour souhaiter la réussite de notre élection. Alors, il y a aussi celui du président de la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yael Braun-Pivet, qui a vraiment mis la Chine en colère parce qu'elle a dit, elle félicitait M. Lai Ching-te, la présidence de Taïwan. Alors là, c'est 3 mots qui maintenant, que les Chinois n'ont pas aimé. Mais on a eu cette lettre. On a eu les lettres
aussi des deux présidents des commissions des affaires étrangères des deux chambres, Sénat et Assemblée nationale, les deux lettres des présidents du groupe d'amitié des deux chambres. Et ça, c'est la France. Aux États-Unis, on a eu une félicitation particulière d'Anthony Blinken. On a eu la lettre de félicitations du président de Philippines, c'est très rare. Et bien sûr, les Chinois ont immédiatement convoqué l'ambassadeur de Philippines en Chine, de Singapour. Donc, moi, je pense que tout ça, c'est une sorte de garantie de la paix pour le Détroit. C'est-à-dire le soutien international est devenu de plus en plus fort. Je reviens à chaque fois, on parle. Taïwan n'a pas de problème d'indépendance. Nous sommes un pays souverain, non reconnu par la France, ni par les États-Unis, ni par la Chine. Mais la souveraineté de Taïwan ne se décide pas en France, ni aux États-Unis, ni en Chine. Ça se décide par les habitants qui habitent à Taïwan. C'est comme ça que ça fonctionne la démocratie. Et à chaque fois qu'on vous dit que un jour vous allez déclarer l'indépendance, mais pourquoi on déclare l'indépendance? La France ne va pas déclarer l'indépendance. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre dans la tête et que vous avez subi le narratif chinois. Et c'est comme ça parce que la Chine veut que Taïwan devienne une partie de la Chine. Et quand le détroit de Taïwan sera vraiment nationalisé, c'est-à-dire vraiment devient une partie de la Chine, eh ben, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. C'est comme ça qu'ils ont fait sur Hong Kong. La démocratie à Hong Kong était garantie par un traité international. Ça n'a même pas duré 23 ans parce que Hong Kong fait partie de la Chine. Vous l'avez reconnu. Alors, si vous reconnaissez Taïwan comme partie de la Chine, vous êtes en train d'encourager la Chine d'attaquer Taïwan. Et c'est ça le gros problème. Donc, pour moi, le nom officiel de Taïwan, c'est la République de Chine, bien sûr, et on n'a pas besoin de déclarer l'indépendance, encore une fois. Donc, moi, je pense, c'est comme ça qu'il faut raisonner, qu'il faut regarder les relations entre Taïwan et la Chine, et la paix du détroit de Taïwan détiendra, bien sûr, de notre volonté de nous défendre nous-mêmes. Vous savez, récemment, il y a un chiffre qui parle que la capacité militaire de Taïwan, c'est le 22e ou 23e puissance du monde. Ce n'est pas si petit que ça non plus. Et le soutien international, parce qu'il y a trop d'intérêt maintenant qui est dans le détroit de Formose. Certes, la Chine revendique Taïwan, mais tout ce que nous devons faire, c'est internationaliser le détroit de Formose. Tout le monde a des intérêts dans le détroit de Formose. Vous savez, 60% des conteneurs passent par le détroit de Formose. Taïwan fabrique 92% des semi-conducteurs les plus sophistiqués. Si la Chine attaque Taïwan et si nous exportons plus de semi-conducteurs, c'est Thierry Breton qui l'a dit, pas moi, hein. Les usines du monde entier, je parle bien des usines du monde entier, vont s'arrêter de fonctionner dans les jours qui viennent. Donc, c'est ça l'intérêt du monde, c'est ça la stabilité que tout le monde doit essayer de défendre ensemble. Et moi, je pense qu'il y aura vraiment la stabilité parce que tout le monde y regarde. Pourquoi il y a eu la guerre d'Ukraine? Parce que personne ne croyait que la Russie allait attaquer l'Ukraine. Pourquoi il y a eu la guerre d'Israël? Parce qu'Israël ne croyait pas que Hamas était capable d'attaquer Israël. Et maintenant, parce que tout le monde regarde la situation de Taïwan, donc je pense que Taïwan est en train de devenir le Berlin de la guerre froide. Il n'y aura pas de guerre grâce à tout le monde parce que tout le monde en parle. C'est un peu ça. Merci beaucoup, c'est ce que nous souhaitons, évidemment. Oui, vous pouvez l'applaudir. Évidemment que nous ne souhaitons pas la guerre. Il faut cependant la prévenir. Il faut prévenir cette possibilité compte tenu des discours qui sont véhiculés du côté de Pékin. Et dans ce contexte, vous me donnez l'occasion rêvée d'évoquer cette question de l'internationalisation de la question taïwanaise, qui est très intéressante parce que si on avait organisé cette même conférence il y a 8 ans, lors de la première élection de Mme Tsai Ing-wen, je suis quasiment persuadé qu'il y aurait eu peut-être 2 fois moins de personnes ici dans la salle et puis très très peu de personnes en ligne. Et donc le public est peut-être la meilleure preuve, et on a vu d'ailleurs l'attention portée à cette élection. Tout cela témoigne de l'intérêt grandissant pour cette question, pour les raisons qui sont effectivement relatives aux conséquences absolument tragiques pour toutes les économies du monde que pourrait avoir un conflit, une escalade militaire dans cette région. Et puis accessoirement, l'attention que nous portons à la cause des Taïwanais et à l'identité, à l'existence de Taïwan. Donc ça, c'est très intéressant. Et derrière, il y a évidemment toutes ces réflexions
sur la pertinence de l'indépendance. Et d'ailleurs, il me semble que l'indépendance a laissé un petit peu sa place à la souveraineté, hein. C'est désormais la souveraineté que les responsables politiques taïwanais vont mettre en avant plus que cette indépendance qui, effectivement, est un petit peu un chiffon rouge avec les conséquences que l'on sait. Et d'ailleurs, aucun de nos trois intervenants n'a mentionné cette fameuse loi anti-sécession, hein, adoptée à Pékin en 2005, qui stipulerait que dans le cadre d'une déclaration d'indépendance, eh bien, la Chine aurait recours à la force. Alors, pour se prémunir de cette menace qui reste réelle, Taïwan va s'appuyer donc sur une visibilité à l'international, sur une internationalisation de sa cause, mais aussi sur des partenaires. Et au premier rang de ces partenaires, on trouve bien sûr les États-Unis. On va trouver également le Japon, hein, et je me tourne vers Claude dans un premier temps pour savoir si le Japon, dont on sait désormais, je dirais, la posture un petit peu plus non pas agressive, mais je dirais musclée sur la scène internationale, peut se traduire par un rapprochement avec Taïwan. Et puis, accessoirement, qu'en est-il des États-Unis et des possibles implications de Washington dans ce qui pourrait s'apparenter à une forme de nœud sécuritaire, hein. C'était un célèbre politologue américain, Richard Bush, qui évoquait le nœud sécuritaire qu'est la question interdétroit. Est-ce que ce n'est pas finalement une relation triangulaire, voire davantage, dès lors que des partenaires comme le Japon viennent s'immiscer dans ces affaires? Claude. En effet, euh, pour parler rapidement des États-Unis, qui sont finalement les plus importants en termes de taille, soutien de Taïwan, bon, les Américains par Anthony Blinken, envoyé une lettre de félicitations. Dès le lendemain de l'élection de M. Lai, une délégation américaine est arrivée à Taipei. Et en même temps, il y a, je pense, une petite évolution dans le discours américain parce qu'il y a encore quelque temps, les Américains insistaient beaucoup sur la valeur, justement sur le côté démocratique, les valeurs comme un élément fondamental finalement qui expliquait la nécessité de soutenir Taïwan. Ce qui change aujourd'hui dans le discours américain, c'est que les Américains mettent en avant le côté défense. Pour eux, Taïwan devient un élément fondamental de la défense nationale américaine. Et donc ça, je pense que ça change aussi un peu la donne par rapport à Pékin. Ça, c'est un premier point. Et puis, les Japonais, effectivement, sont très intéressés par cette situation à Taïwan, enfin, entre la Chine et Taïwan, dans le sens où comme les Américains, ils ont envoyé une délégation dès le lendemain de l'élection de M. Lai. C'est l'illustration de ça. Et puis surtout, je crois que depuis de nombreuses années maintenant, à Taïwan, il y a au sein même de la population taïwanaise un, un sentiment de proximité avec le Japon qui est très fort, à la fois pour des raisons, j'allais dire, culturelles, parce qu'il faut se souvenir quand même que le Japon a contrôlé Taïwan pendant 50 ans, entre 1895 et 1945, et ça a laissé beaucoup de traces, hein. Quand on se promène à Taïwan, dans différentes régions, on peut voir encore les traces du passage des Japonais. Alors, il y a eu une période pendant laquelle, évidemment, la colonisation japonaise n'a pas fait beaucoup a laissé des traces, des blessures, et donc c'était un peu compliqué. Mais là, ces dernières années, il y a une réévaluation, j'allais dire, du rapport avec les Japonais. C'est très frappant chez les jeunes, qui sont très sensibles à la culture, évidemment, culture populaire japonaise, et donc ça crée des liens très forts. Les échanges humains entre Taïwan et le Japon sont très importants. Les Taïwanais font partie du contingent de touristes au Japon qui est parmi les plus importants. Donc c'est aussi quelque chose qui joue beaucoup. Et donc du coup, pour les autorités japonaises, il y a évidemment un intérêt aussi fort à l'égard de Taïwan parce que ça permet aussi au Japon de se positionner par rapport à Pékin. Donc il y a depuis quelques années un besoin de la part des Japonais d'exister sur la scène internationale, d'exister par rapport à la Chine, et donc il faut trouver des éléments dans la politique étrangère, et donc la question de Taïwan est très importante. Le Premier ministre actuel au Japon, Kishida, quand il a fait sa campagne pour devenir président du Parti libéral-démocrate, donc c'est-à-dire devenir Premier ministre, avait mis comme principal enfin, un des éléments principaux dans sa campagne était Taïwan, en disant que Taïwan était une question prioritaire pour le Japon. Et effectivement,
depuis qu'il est arrivé au pouvoir et même du temps de Shinzo Abe, son prédécesseur, et M. Suga qui avait succédé à Abe. Le Japon joue une carte, en tout cas entretient de très bonnes relations avec Taïwan, essaye de créer des liens politiques plus importants entre les deux pays, même s'il ne reconnaît pas Taïwan comme pays indépendant, enfin comme pays souverain avec des relations diplomatiques ordinaires, mais il y a une volonté très claire de s'inscrire dans cette dynamique. Et surtout, et je dirais la conséquence de ça, c'est qu'à Taïwan même, les Taïwanais ont plus confiance dans les Japonais que dans les Américains. Et d'ailleurs, pour aller terminer, si vous écoutez les dernières déclarations de Donald Trump, qui pourrait être le prochain président des États-Unis, il a encore dit avant-hier que que les États-Unis n'avaient pas besoin de défendre Taïwan parce que Taïwan avait volé l'industrie des puces aux Américains. Donc, évidemment, si Donald Trump arrivait au pouvoir, bon, je ne pense pas qu'il remettrait en cause, évidemment, la posture américaine, les positions américaines par rapport à Taipei, mais clairement, pour les Taïwanais, c'est le Japon envers lequel on peut avoir le plus confiance. Et il y avait eu le ministère des Affaires étrangères japonais mène régulièrement des sondages sur l'image que le Japon peut avoir dans le monde. Et il avait fait cette enquête en 2022, si je ne m'abuse, ou 2023, je ne suis plus tout à fait sûr, à Taïwan. Et là, 80% des Taïwanais répondaient que le Japon était le pays sur lequel ils pouvaient le plus compter. François, est-ce que les Taïwanais ont raison de faire confiance aux Japonais et plus confiance qu'aux Américains? Vous savez, le passé de Taïwan, d'une certaine façon, est assez simple, beaucoup plus simple que l'histoire de la France, hein. L'histoire de Taïwan se résume en 3 périodes. Période européenne, période chinoise et période japonaise. Alors, les gens oublient souvent que le premier pays qui avait unifié Taïwan, ce n'est pas la Chine, c'est le Japon, après 1895, parce que pour unifier, contrôler tout Taïwan, ce n'est pas facile. C'est un pays rempli de montagnes, 268 montagnes au-dessus de 3000 mètres, et donc la Chine de l'époque de Qing n'était pas capable de contrôler tout Taïwan. Première chose. Deuxième chose, les Japonais récemment ont beaucoup chauffé le cœur de Taïwan. Par exemple, l'ancien Premier ministre Abe qui a été assassiné, à l'époque, quand il avait nommé leur représentant à Taïwan, il lui a confié une mission, et ça a été dit à Taïwan, ne pas laisser Taïwan se sentir seul, parce que Taïwan se sent souvent tout seul face à la Chine. Dans le passé, dans les communautés internationales, face à la pression chinoise, Taïwan se sent toujours très seul. Et maintenant, il nous reste que 12 pays qui veulent nous reconnaître. Alors, par exemple, tout le monde dit que Taïwan, c'est un modèle, mais est-ce que vous savez que dès qu'on est élu président de Taïwan, immédiatement, on est confiné à Taïwan? Et on n'a plus le droit de voyager, on peut pas. Le vice-président de Madame Tsai, qui est un catholique vraiment, un croyant, il n'a plus de droit, par exemple, de venir à Lourdes. Vous voyez? Donc, on est complètement. C'est-à-dire, Taïwan se sent souvent très seul dans la communauté internationale. Vous savez, à l'ONU, hein, il n'y a que 2 sortes de gens qui ne peuvent pas entrer dans les bâtiments de l'ONU. Je ne parle pas de devenir membre, hein. Terroristes et Taïwanais. C'est comme ça que ça se passe, hein. Donc, récemment, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane c'était un Français, hein. On lui a posé la question pourquoi les Taïwanais ne pouvaient pas entrer à l'ONU. Donc, il y avait une journaliste française qui avait dit est-ce que c'est la Chine qui gouverne l'ONU? Il était furieux, mais c'est la vérité. Donc, le Japon, les relations entre le Japon et Taïwan se réchauffent bien sûr beaucoup et bien sûr, ça met très en colère la Chine. Donc, il faut faire très attention sur cette relation-là. Alors, parlons des États-Unis. Bien sûr, ce que Claude vient de dire, que Trump accuse Taïwan d'avoir volé la technologie des puces américaines, mais il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Une des grandes raisons pour laquelle la Chine veut absolument, absolument conquérir Taïwan, c'est parce que la Chine a une ambition dans l'océan Pacifique. La Chine veut concurrencer les États-Unis dans l'océan Pacifique. Donc, pour la Chine, il doit absolument avoir Taïwan pour avoir une base maritime à l'est de Taïwan. Si vous avez encore en tête la carte de Chine, Taïwan et océan Pacifique,
la flotte de sous-marins chinoise ne peut pas aller à l'océan Pacifique sans être perçue par le Japon, Taïwan, les Américains et les Philippines. Donc, s'il veut traverser le détroit entre Japon et Taïwan, ils seront tout de suite détectés par les Japon, sinon Philippines, Taïwan. Donc, si la Chine arrive à conquérir Taïwan, eh ben, ils auront les mains sur l'océan Pacifique. Alors, pour Trump, c'est Make America Great Again. S'ils laissent les Chinois arriver dans l'océan Pacifique, how they can make America great again? Because they will have China in the Pacific Ocean. Ils vont avoir la Chine dans l'océan Pacifique. Donc, ben, ça, maintenant, moi, je trouve que c'est des mots de Trump, et après, on verra ce qu'il va faire si jamais il est élu. Donc, vous savez, les Chinois ont dit pendant l'époque d'Obama que l'océan Pacifique était assez grande pour permettre à deux puissances de coexister ensemble. Maintenant, M. Xi a dit, à l'époque c'est Xi qui disait à Obama, M. Xi dit à Biden, c'est le monde est assez grand pour permettre à deux superpuissances de coexister ensemble. Vous voyez, l'ambition chinoise commence à grandir. La Chine avait promis à M. Obama de ne jamais militariser la mer de la Chine du Sud. Regardez ce que la Chine a fait. Donc l'ambition chinoise est très grande. C'est ça le problème de M. Xi. Je ne veux pas dire le problème de la Chine, parce que la Chine, c'est un grand pays. Moi, je pense que la Chine doit être là. On doit essayer d'avoir des bonnes relations avec la Chine, d'être partenaire à la Chine. Mais dans la tête de M. Xi, lui, il veut être l'empereur, le plus grand empereur de Chine. C'est ça le grand problème, comme M. Poutine. Donc, si nous continuons à être naïfs, ben, un jour, bon, on laisse Taïwan, un jour, ben, la Chine on laisse les problèmes à nos enfants. Ce sera les mêmes problèmes. Donc, je pense, pour le moment, ce qui est le plus important, c'est comment maintenir, bien sûr, cet équilibre ou cette dissuasion assez difficile. Taïwan ne déclarera, encore une fois, ne déclarera jamais l'indépendance parce qu'on n'en a pas besoin. Et puis, Taïwan sait très bien que le mot indépendance est si sensible pour la Chine qu'on ne va pas y toucher. Taïwan, si on veut que Taïwan reste comme ça, c'est-à-dire sans provoquer la Chine, il faut encore aussi, que je viens de dire, il faut que la question de Taïwan s'internationalise et que le monde y regarde ensemble. Et comme ça, on pourra laisser le temps voir l'avenir et puis regarder comment la démocratie à Taïwan fonctionne. Ça pourrait peut-être donner une alternative à la Chine, mais c'est ça aussi. Moi, je pense que ces valeurs-là sont plus importantes que les valeurs des chips, hein, des semi-conducteurs. Que la démocratie, ça fonctionne. En regardant que maintenant la démocratie est en danger dans beaucoup d'endroits du monde, ben, on dit, ben, regardez, à Taïwan, ça peut bien fonctionner. Je crois que ça, c'est la plus grande valeur de Taïwan. Merci. Alors, on se souvient que Tsai Ing-wen avait appelé pour le féliciter un certain Donald Trump lors de son élection en novembre 2016. Alors, Valérie, est-ce que William Lai serait susceptible lui aussi d'appeler Donald Trump dans le cas d'une victoire de ce dernier en novembre prochain? Et surtout derrière, quid de cette relation triangulaire et plus précisément du soutien de Washington à Taipei? Alors, oui, alors je ne sais pas ce que fera William Lai si Donald Trump était réélu, mais ce qui est très... Alors d'abord, je suis complètement d'accord sur ce que vous venez de dire, François, sur le modèle démocratique taïwanais. On parle beaucoup de démocratisation, on a essayé d'exporter la démocratie avec plus ou moins de succès. Et Taïwan, ça marche, donc c'est quand même, enfin ça a marché. Taïwan s'est démocratisé d'ailleurs tout seul. Et c'est vraiment ce processus-là est inspirant. Et c'est vrai que pour la République populaire de Chine, il faut bien voir que le régime chinois tel qu'il existe sur le continent, c'est un régime qui est assez obsolète en fait. C'est un des derniers grands régimes républiques populaires qui existent, qui rencontre aujourd'hui des difficultés importantes, notamment d'un point de vue économique. Et pourquoi est-ce qu'il rencontre des difficultés d'un point de vue économique? C'est parce qu'il n'arrive pas à transformer les bases de son développement, parce que ça toucherait à ce qui, pour Xi Jinping, le dirigeant chinois, ne peut pas être touché, c'est-à-dire le cœur du fonctionnement du système politique. La grande crainte de Xi Jinping, c'est le changement de régime ou l'évolution du régime. Donc, il est totalement bloqué. Et cette absence de souplesse, en fait, ça pèse aussi sur les choix économiques possibles. Par exemple, l'émergence d'une vraie classe moyenne qui consomme plus. Donc, la Chine, là, on le voit en ce moment
a décidé de se lancer dans l'exportation massive pour tenter de tirer toujours sa croissance. Ça provoque des réactions d'hostilité à l'extérieur. Donc l'avenir du régime, la première grande interrogation grande question qu'on doit se poser, c'est, on parle toujours de, oui, l'horizon 2049 et donc cette réunification inévitable qui se fera sans aucune question, c'est ce que disent les Chinois. Moi, ce que je me demande tous les jours, c'est que sera la Chine en 2049? On a quand même été habitué au XXe siècle à des surprises stratégiques assez massives, notamment avec l'effondrement de l'URSS. Alors, je ne dis pas du tout que ce sera le même modèle, mais je dis que prolonger les courbes en considérant qu'en 2049, la Chine sera ce qu'elle est aujourd'hui, c'est déjà la première interrogation. Pour en revenir aux États-Unis, Trump a fait cette déclaration assez délirante. Tout d'un coup, il s'en est pris à Taïwan. On se demande un peu pourquoi. Et surtout, ça ne rejoint pas du tout la position de ceux qui, au sein du Parti républicain, soutiennent Trump. Et eux, alors certains, c'est même l'extrême contraire, annoncent tous les jours une guerre très prochaine avec la Chine et considèrent qu'il faut que les États-Unis mettent absolument tous leurs moyens en Asie face à la Chine, abandonnent l'Europe, abandonnent l'Ukraine et se focalisent véritablement sur la menace chinoise. Donc, je ne sais pas comment il réconciliera sa position sur Taïwan qui vole les industries américaines et sur ceux qui considèrent qu'il faut se focaliser sur l'Asie face à la Chine. En tout cas, ce qui est certain et ce que je ne veux pas enlever à Donald Trump, c'est qu'après sa première présidence, avec un début un peu hésitant où il essayait de faire un deal avec les Chinois, il a quand même relancé d'une manière assez massive un soutien à Taïwan, y compris en termes de transfert d'armement, qui était un peu, qui avait été mis un peu de côté sous Obama. Et pourtant, Obama était celui qui, le premier, alors on ne peut pas lui enlever ça non plus, avait dit qu'il fallait vraiment se tourner vers l'Asie face à la Chine. Donc, c'était déjà une amorce, hein, si on compare avec Bush les années précédentes. Donc, en fait, Trump a très rapidement été celui qui, effectivement, a eu des positions de soutien ferme à Taïwan. Et je pense que c'est très dissuasif pour la Chine. Parce que quand on parle d'invasion de la Chine, de Taïwan par la Chine, et même quand on compare avec l'Ukraine, alors il faut être extrêmement vigilant et il faut que Pékin sente continuellement les risques qu'il prendrait s'il se lançait dans une aventure militaire. Mais enfin, cette aventure militaire, ce serait vraiment une aventure, hein, parce que envahir Taïwan, alors imaginons un scénario qui semble relativement, entre guillemets, simple. Une pluie de missiles à courte portée chinois qui détruisent Taïwan et qui aboutissent à un effondrement politique à Taïwan où on dit, ah ben non, on arrête, on reconnaît, on est chinois, donc on arrête ça. Mais qu'est-ce que ça donne après? Il faut débarquer, il faut tenir l'île, des industries qui auraient totalement disparu. Donc, je ne vois pas. Et alors, surtout, le risque principal, évidemment, pour Pékin, c'est aussi celui des sanctions internationales. Alors, certains disent la Chine est tellement puissante, l'économie chinoise est tellement puissante, si on la compare à l'économie russe, que finalement, les sanctions ne la toucheraient pas beaucoup. J'en suis pas certaine. En fait, la Chine, on le voit aujourd'hui, où les exportations de nouveau tirent véritablement la croissance, est totalement dépendante du monde extérieur. D'abord, elle est dépendante de Taïwan pour les chips, pour les microprocesseurs les moins sophistiqués. Elle reste, elle en a absolument besoin. Elle ne peut pas les fabriquer elle-même. Elle ne sait pas les fabriquer elle-même. Et depuis qu'il y a des sanctions technologiques, on voit que la Chine qu'on présentait comme très en pointe d'un point de vue technologique est en fait très dépendant des transferts de technologie de l'extérieur et qu'elle en a besoin absolument pour continuer à produire. Donc la Chine est très fragile, elle a besoin de pouvoir exporter, de pouvoir avoir des contacts avec le monde extérieur et les sanctions seraient très dommageables à son économie alors que le développement économique est aussi à la base de la stabilité politique. Encore une fois, c'est ce qui compte le plus pour Xi Jinping. Dernier point sur le Japon. C'est vrai que le Japon, surtout sous Shinzo Abe, a donné beaucoup de signaux très positifs à Taïwan. Le seul problème est qu'en termes il faut bien voir que s'il y avait un conflit dans le détroit, quelles que soient ces tensions ou des tensions, les plus grandes bases américaines se situent au Japon et notamment à Okinawa, très, très près hein, des côtes taïwanaises. Et que donc il y aurait une mobilisation forcément et que le Japon serait impliqué. Le gros problème, c'est aussi l'opinion publique. Et le Japon, par exemple, n'a jamais pris la décision de dire exactement ce qu'il ferait. Alors évidemment, on peut imaginer que s'il y avait une guerre, les Américains ne leur poseraient pas trop la question. Mais en théorie,
il faut une autorisation du Japon pour que les moyens logistiques soient mis à disposition des bases américaines, que les Américains puissent utiliser leurs bases sur le territoire japonais. Et pour le moment, le Japon, jusqu'à maintenant, n'a jamais franchi ce pas-là. Alors, encore une fois, beaucoup au Japon disent, mais non, mais c'est pas grave, de toute façon, ça se fera, évidemment. Il faut bien voir que la pression de l'opinion publique au Japon, la peur de la guerre, la peur de l'engagement, le repli sur soi, c'est aussi quelque chose qui existe. Donc, c'est quand même un point d'interrogation. Merci Valérie, merci à tous les trois. Nous avons un petit peu dépassé le temps que j'avais au départ prévu, mais vous avez déjà répondu à beaucoup des questions qui m'ont été posées de manière électronique. On peut cependant déjà ouvrir un petit peu cette session. Alors, si on peut apporter le micro, et donc si vous avez des questions, alors monsieur, je vois, monsieur sur la droite ici. Alors, je vous demande simplement de faire des questions très courtes et de préciser si elles sont adressées à une personne en particulier. Bonjour, merci, c'est vraiment, toutes ces idées sont parfaites, je suis parfaitement en phase avec vous. Maintenant, il y a une espèce de décalage entre le discours que vous tenez vis-à-vis de tous les pays qui ne sont pas la Chine continentale et la Chine continentale. Quand on est devant un mammouth, on se dit, nom de Dieu, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Eh bien, je pense qu'on devrait y penser un peu plus. Et je pense que si j'étais Xi Jinping, heureusement, je ne le suis pas, évidemment, pour vous et pour moi d'ailleurs, je me dirais, mais ils sont devenus des démocrates, je ne m'y attendais pas, mais c'est terrible ça, s'ils sont démocrates, ils ne vont pas faire la guerre correctement. Donc nous, avec notre force militaire, on aura des atouts. Voilà. Moi, c'est la crainte que j'ai. Et je pense qu'il faut penser à la réaction après cette élection de la Chine et des dirigeants chinois, bien sûr. Alors, au risque de vous rassurer, Monsieur François Wu n'est pas Xi Jinping, mais je pense qu'il va pouvoir répondre sur voilà, penser à la place des Chinois. Alors, je crois la seule personne qui n'a pas peur de la guerre, c'est M. Xi Jinping. Tout le monde ne veut pas la guerre. Les Japonais, les Taïwanais, les Américains, les Français, tout le monde ne veut pas la guerre. Y compris les Chinois. Hein, parce que maintenant, chez les Chinois aussi, c'est une nation qui a un seul enfant. Donc, je ne pense pas que les Chinois aussi veulent la guerre. Première chose. Alors, deuxième chose, comment éviter à ce monsieur Xi qui a tant d'ambition? Eh ben, le principe principal, c'est de lui donner aucune excuse. C'est pour ça que je dis qu'il n'y aura pas de déclaration d'indépendance de Taïwan et qu'il ne faut pas à chaque fois parler parce qu'on ne déclarera jamais l'indépendance. Et tout ce qu'on essayera de faire, c'est quand même continuer à maintenir certains symboles chinois chez nous à Taïwan parce qu'on est obligé de faire. Même la plupart des Taïwanais se sentent de plus en plus éloignés de la Chine, mais la Chine fait partie de Taïwan, donc on va continuer à les garder, encore une fois, de ne donner aucune excuse à M. Xi. Troisième chose, il faut savoir, si jamais M. Xi décide d'attaquer Taïwan par des moyens militaires, il ne faut pas oublier que Taïwan n'est pas l'Ukraine. Donc, pour venir à Taïwan, il faut toujours passer par un avion ou par un navire. Et dans l'armée taïwanaise, on est plus fort. Ce n'est pas, bon, déjà, elle est très bien l'armée de l'air, ce n'est pas ni la marine, on a plein de batteries de missiles anti-aériennes et anti-marines. Et donc, un militaire m'avait dit, vous savez, si jamais il y a une guerre dans le détroit de Formose, eh ben, c'est ce qu'on appelle une zone de massacre, parce qu'on tire sur tout ce qui bouge, sauf s'il nous détruit. Ben alors, qu'est-ce qu'il obtient avec Valérie vient de dire? Soit il détruit complètement Taïwan. Alors, s'il n'arrive pas à détruire complètement Taïwan, la densité des batteries de missiles anti-aériennes, anti-marines de Taïwan est la plus dense du monde, même plus qu'Israël. Donc, je pense, c'est-à-dire le raisonnement militaire, c'est quelque chose que souvent on oublie. Et en général, ce qu'on compare souvent, c'est qu'on a combien d'hommes ici, combien d'hommes là-bas, combien d'avions ici, combien d'avions là-bas. Et on le raisonne comme à l'époque de la France et l'Allemagne, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, ou maintenant Israël et les autres pays voisins. Mais il ne faut jamais oublier, il y a un détroit de Formose large de 180 km
de largeur, c'est beaucoup plus large que la Manche, qui est de 30 km. Et à l'époque, déjà, le débarquement de Normandie n'a pas été facile pour les Alliés. Voilà, j'essaie d'être... Je me permets d'ajouter que Taïwan a de très belles frégates. Ah oui, Valérie. frégate française. Oui, alors d'ailleurs, la question des ventes d'armes à Taïwan, c'est quand même une question qu'on pourrait poser d'une manière un peu plus active, puisque aujourd'hui, seuls les États-Unis vendent des armes à Taïwan parce qu'il y a ce fameux Taiwan Relation Act, donc les Chinois protestent, mais enfin, c'est un état de fait, et tous les autres pays terrorisés jusqu'à maintenant, alors que je sais que beaucoup d'entreprises seraient assez tentées par le marché taïwanais, n'osent pas aller contre la position de Pékin qui refuse, enfin qui dénonce toutes les ventes d'armes possibles à Taïwan. Alors, l'autre élément, donc on a parlé du détroit, c'est vrai, enfin, je veux dire, traverser le détroit, c'est quand même quelque chose, c'est une opération considérable. Par ailleurs, on ne peut pas débarquer n'importe où à Taïwan, c'est-à-dire que les lieux de débarquement possibles sont très limités. Alors après, il faut aussi voir un autre élément qui rend les choses difficiles pour Pékin, c'est qu'il n'y aura pas d'effet de surprise, même d'ailleurs pour une frappe de missile. Le détroit de Taïwan et cette région-là est une des plus surveillées au monde, par les satellites, par Taïwan bien sûr, mais aussi par tous les moyens d'observation, notamment ceux des États-Unis. Et si la Chine commençait à mobiliser des brigades de missiles ou des bâtiments éventuellement pour se lancer dans une opération qui prendrait de toute façon plusieurs mois de préparatifs, il n'y aurait pas d'effet de surprise. Donc les moyens de pression sur la République populaire de Chine, avant même qu'elle puisse se lancer dans une opération, existent et seraient très certainement mobilisés. Donc ça, c'est des éléments quand même qui mettent un bémol certain sur les possibilités d'opérations militaires de la part de Pékin. Enfin, il y a deux éléments très importants. La République populaire de Chine, l'armée populaire de libération, qui est l'armée du parti, hein, d'ailleurs, il ne faut jamais l'oublier, elle est là pour défendre la stabilité politique, elle défend le parti communiste, hein, ce n'est pas l'armée de la nation chinoise, c'est dans sa constitution. L'armée chinoise n'a aucune expérience de la guerre moderne. Elle n'a jamais fait la guerre, en fait, en réalité. Alors, on dit oui, alors la guerre civile et tout, mais non, enfin, je veux dire, elle n'a aucune expérience de la guerre moderne. Alors, c'est sûr que les Chinois produisent du bateau. Aujourd'hui, quand on compte les bâtiments, c'est la plus grande flotte du monde. Mais c'est pas ça la guerre, hein. Surtout face éventuellement aux États-Unis, qui est la première puissance militaire dans le monde, plus face à Taïwan, plus éventuellement face aux Japonais. Euh, Elle n'a aucune expérience du combat. La dernière guerre, c'est avec la guerre qu'elle a lancée de punition contre le Vietnam, qui s'est mal passée. Bon, elle a fait d'énormes progrès depuis, c'est certain, mais elle n'a pas d'expérience du combat. Elle s'entraîne très peu. Elle a très peu de partenaires avec qui s'entraîner internationaux, avec la Russie, mais d'une manière assez limitée en fait. Donc en fait, faire la guerre, c'est pas juste défiler avec des soldats magnifiques qui font tous la même taille et Xi Jinping qui passe devant eux sur une voiture en criant des slogans. Ça n'est pas des porte-avions qui font les ronds dans l'eau, mais qui sont aussi des très belles cibles quand on ne sait pas très bien comment les utiliser. Donc, il n'y a pas de tradition militaire en Chine. Enfin, il n'y a pas de tradition d'expérience du combat. Et à mon avis, ça, c'est quand même un point faible. Le troisième point faible, je termine juste pour Xi Jinping, c'est que quelle est la réalité du soutien à Xi Jinping? Alors, on dit c'est le plus puissant. Ce que je constate, moi, c'est qu'il a lancé des grandes campagnes anticorruption quand il est arrivé au pouvoir en 2013, que ça fait plus de 10 ans et que cette année encore, on nous annonce des grandes campagnes de lutte anti-corruption. Alors, élimination du ministre de la Défense, élimination du ministre des Affaires étrangères, de plusieurs dizaines d'officiers de la force des lanceurs, c'est-à-dire le cœur de la capacité de dissuasion, d'impression. La Chine a une force nucléaire et balistique qui lui sert à faire peur. L'idée, c'est on n'osera rien faire pour nous arrêter. Les Américains n'oseront pas intervenir parce qu'on a cette force-là. Et apparemment, cette force-là est gangrenée, comme d'ailleurs sans doute le reste de l'APL,
par la corruption. Donc on voit bien que le soutien de Xi Jinping face à une armée corrompue, on peut se poser des questions. Comme le disait François Wu, il n'est pas certain que les Chinois soient tous prêts à mourir pour Taïwan. Et il y a encore le Parti communiste. La grande différence avec Poutine, c'est qu'il y a l'appareil du parti. Et là aussi, je ne suis pas certaine que l'appareil du Parti communiste soit prêt à se sacrifier parce que Xi Jinping, par exemple, aurait tout d'un coup l'idée de se lancer dans une opération militaire contre Taïwan. Merci. On prend une autre question. Alors, il y en a. Vous avez déjà le micro, donc allez-y. Oui, bonsoir, merci. Est-ce qu'il existe des terrains de coopération entre la Chine populaire et Taïwan sur certains domaines, que ça peut être par exemple l'espace maritime, le domaine scientifique ou environnemental? Alors, non, justement, je ne connais pas très bien les domaines de coopération qui peuvent exister entre Taïwan et la Chine aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ont été supprimés au cours des dernières années, notamment depuis que Tsai Ing-wen est arrivé au pouvoir en 2016. Donc, ceux qui restent aujourd'hui doivent être très limités, peut-être aux échanges des étudiants, et encore, je ne suis même pas sûr que ce soit encore le cas. Quand j'étais à Taipei au mois de septembre, j'avais rencontré des représentants de l'administration qui s'occupe des relations entre les deux parties du Détroit, et ils mettaient en avant effectivement la nécessité, sans doute pour permettre de redonner un petit peu vie aux échanges entre les deux parties, de relancer les échanges humains. Il y a aujourd'hui plus d'étudiants taïwanais en Chine populaire que d'étudiants chinois à Taïwan. Et ça, c'est du fait des Chinois qui n'envoient plus d'étudiants à Taipei, enfin à Taïwan. Donc ça, c'est un point. Après, il y a sans doute, et là, c'est vraiment sous réserve, et je pense que le diplomate le saura mieux que moi, il doit rester encore quelques éléments de coopération technique entre les deux pays. Et donc, je laisse François Wu éventuellement y répondre. Alors, des zones de coopération, ça voulait dire des zones de coopération entre les deux gouvernements. Alors, il ne reste plus grand-chose, hein. Avant, on pouvait discuter des choses à Hong Kong, mais les Chinois ont fait partir tous les représentants officiels de Taïwan à Hong Kong. Avant, Hong Kong, c'était une zone grise, et donc ça n'existe plus. Maintenant, c'est vraiment un front direct entre la Chine et Taïwan, et c'est la Chine qui avait voulu ça. Euh, alors, en ayant dit qu'il n'y avait pas de zone de coopération, par contre, il y a beaucoup d'échanges. Donc, il y a beaucoup d'investissements économiques entre les deux pays. Mais je dois vous rappeler un chiffre que les gens oublient. En 2010, sous Ma Ying-jeou, le président Ma Ying-jeou du KMT, les investissements taïwanais en Chine occupaient encore 83% de nos investissements dans le monde entier. Maintenant, il reste que 12%. 12%. Ça a beaucoup, beaucoup baissé. Et donc, c'est la Chine qui avait imposé la loi pour la sécurité nationale, qui a fait sortir beaucoup de Taïwanais. Je donne encore un chiffre. À l'époque, 2010, il y avait encore 1 million de Taïwanais qui travaillaient en Chine. Maintenant, c'est un autre chiffre qui est donné par la Chine. Eux-mêmes, ils ont reconnu, il reste maintenant qu'à peu près 160 000 Taïwanais en Chine. Donc, beaucoup de Taïwanais sont partis aussi. Donc, c'est ça aussi qui est dangereux. Moi, je pense, pour faciliter, enfin, pour préserver la paix, les échanges sont quand même nécessaires. Mais c'est pour ça que je suis d'accord avec Valérie. Tout détient dans la tête de Monsieur Xi, et c'est ça qui est très dangereux. Alors, je reprendrai une question de la salle dans un instant, mais juste une question qui revient de manière assez insistante sur ma tablette, là, qui concerne, et qui va un petit peu dans le sens de ce que vous avez dit, qui concerne les liens avec d'autres partenaires asiatiques. Et j'ai notamment plusieurs questions sur les relations actuelles entre Taïwan et l'Inde, à la fois au niveau stratégique et économique, et puis peut-être plus encore cette fameuse Southbound Policy, la politique en direction du Sud, qui avait été initiée par Tsai Ing-wen, et donc les pays d'Asie du Sud-Est. Alors peut-être, François, si vous voulez lancer. Alors, les relations entre Taïwan et l'Inde se sont beaucoup améliorées dans les zones un peu plus soft. Alors, par exemple, sur l'enseignement du chinois, ça s'est beaucoup amélioré parce que les relations entre l'Inde et la Chine aussi sont très tendues. Les Chinois n'ont, je crois, jusqu'à quelques jours, enfin, à ma connaissance, pour les Chinois, pour obtenir un visa pour aller en Inde, ils ont beaucoup de mal. Et pareil pour les Indiens en Chine. Donc, même des entreprises chinoises embauchent des Taïwanais
faut travailler au compte des Chinois. Alors, pour l'enseignement du chinois, pareil. L'Inde aussi nous a félicité pour l'élection présidentielle. Donc, d'une certaine façon, l'Inde aussi joue un peu la carte de Taïwan, mais ils sont très, très prudents, les Indiens. Donc, je ne peux pas dire que les relations se sont beaucoup, beaucoup réchauffées et on peut, pour être visible. Mais c'est vrai que les relations se sont améliorées et on verra la suite, hein, parce que l'Inde aussi cherche un apaisement avec la Chine. Et si vous voulez, vous savez, il y a eu quand même des morts, des conflits, des conflits militaires entre l'Inde et la Chine. Mais entre Taïwan et la Chine, ça fait 30 ans, enfin 40 ans, 50 ans qu'on n'a pas eu de morts, qu'on n'a pas eu de conflits militaires. Donc pour le moment, je crois que ça c'est quand même assez bien. C'est-à-dire les relations seront quand même assez bien, on dit faire la gestion entre les deux rives. Claude, on a évoqué tout à l'heure les Philippines et Bongbong Marcos. Est-ce que les Oui. relations avec l'Asie du Sud-Est sont aujourd'hui essentielles pour Taïwan? Pour Taïwan, oui, puisque comme le soulignait François Wu, les investissements taïwanais en Chine ont largement reculé. Taïwan les a réorientés vers les États-Unis d'une part, mais beaucoup vers l'Asie du Sud-Est, parce que c'est effectivement une zone d'abord en devenir, économiquement parlant, et que dans la politique définie par Taïwan en 2016, sa Southbound Policy, il était très clair que l'Asie du Sud-Est devenait une priorité nationale, en quelque sorte, pour améliorer en tout cas les relations d'un point de vue un peu politique, même si elle reste limitée au champ diplomatique qu'on connaît. Mais en termes économiques, évidemment, les Taïwanais sont très présents aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est, à tel point que parfois ils se sont même retrouvés en première ligne, malgré eux, quand il y avait des tensions entre le Vietnam et la Chine. Malheureusement, c'était les entreprises taïwanaises qui avaient pris pour les Chinois. Parce que bon, oui, les Vietnamiens ne faisaient pas tellement de différence entre Taïwanais et Chinois à ce moment-là. Mais bon, ça c'est évidemment une anecdote. Mais grosso modo, je n'ai pas les chiffres précis en tête, mais les investissements taïwanais dans cette région se sont nettement améliorés. Et évidemment, pour les pays d'Asie du Sud-Est, que ce soit évidemment Singapour, puisqu'il y a une proximité aussi liée à la langue, mais d'autres pays, y compris la Malaisie, il y a évidemment de plus en plus d'intérêt à échanger avec Taïwan, parce que d'abord, Taïwan, c'est une puissance aussi technologique, vous l'avez rappelé avec les puces, et puis également un pays comme les Philippines, pour d'autres raisons, pour des raisons de proximité, j'allais dire, politique, parce que les Philippines ont des différents territoriales avec la Chine. Et donc, évidemment, actuellement, le gouvernement actuel aux Philippines a intérêt, effectivement, aussi à trouver un resserrement des liens avec Taïwan parce que ça permet aussi en élargissant un petit peu le scope, de se rapprocher des États-Unis, du Japon et d'internationaliser effectivement aussi cette question, puisque la mer de Chine méridionale est aussi une question fondamentale, puisque c'est dans le prolongement du détroit de Taïwan. Et pour rester dans la tête de Xi Jinping, on peut se dire qu'il est peut-être moins cher d'acheter les Philippines et le président actuel que d'envahir Taïwan. Ça, c'est un avis personnel. Tu voulais, je crois, ajouter un petit mot là-dessus. Un dernier point sur les investissements. Autour de cette logique de réinvestir vers des pays amis, il faut aussi noter que Taïwan, par exemple, TSMC, je crois, est en train d'installer des usines au Japon, il me semble, pour s'en tenir à l'Asie. Je ne sais pas si la Corée du Sud, non pas en Corée du Sud, parce que les Coréens sont aussi positionnés sur ce créneau-là. Donc, il y a des réorientations d'investissement. Et en même temps, il faut bien voir que pour la Chine, c'est aussi un problème parce que la croissance chinoise à partir des années 70-80, fin des années 70-80, ce qui a fait le développement extraordinaire de la croissance chinoise, c'est beaucoup Taïwan et les investissements taïwanais. Hein. Quand on parlait d'investissements étrangers en Chine,
à 80%. À une époque, c'était des investissements chinois d'outre-mer, mais taïwanais, beaucoup. Et aujourd'hui encore, une entreprise comme Foxconn, qui est une entreprise taïwanaise, embauche plus d'1 million de personnes en Chine. Et donc, le désinvestissement des entreprises taïwanaises du continent, c'est problématique aussi pour la croissance chinoise si ça prend trop d'ampleur, hein, parce que surtout aujourd'hui où on voit bien que la Chine a quand même il y a des tensions économiques assez fortes et ne peut pas non plus se priver de ces opportunités-là. Monsieur, vous avez le micro. Monsieur, je voudrais vous poser la question de l'influence des triades en Chine et à Taïwan. Avec insistance également sur ma tablette, donc vous n'êtes pas le seul. Et il y a eu une émission récemment, effectivement, que beaucoup, je pense, ici ont vu. Alors donc, influence des triades sur la vie politique taïwanaise. Alors, qui veut répondre à ça? Je ne suis pas non plus spécialiste de la question, mais il est clair que les triades ont une importance à la fois à Taïwan et aussi en Chine populaire, qu'elles jouent un rôle d'influence à travers, effectivement, notamment toute l'affaire de corruption qui peuvent exister en Chine populaire. À Taïwan, dans une certaine mesure, les triades ont aussi une influence sur la vie politique, comme les yakuza peuvent avoir une influence aussi sur la vie politique au Japon. Je ne pense pas qu'ils aient aujourd'hui une influence suffisante pour faire changer les choses, parce certains ont pu dire, par exemple, que les triades, notamment celles qui étaient à Hong Kong, et donc qui avaient leur influence directe à Taipei, enfin à Taïwan, étaient sous influence chinoise, et donc avaient plutôt intérêt à défendre les positions de Pékin. Je ne crois pas que ce se soit manifesté clairement pendant l'élection cette année. Les triades existent depuis très longtemps. Je pense qu'elles continueront d'exister parce que le crime organisé, il existe partout dans le monde. Il y a de l'argent à gagner un peu partout. Et encore une fois, c'est sans doute une réponse un peu évasive que je vous donne là parce que je n'ai pas de chiffres précis sur le pourcentage de telle ou telle triade par rapport à d'autres sur le territoire taïwanais. Mais il est évident qu'elle existe parce que de toute façon, ce sont des, des groupes qui ont des ramifications à la fois enfin, dans le monde sinophone, enfin, chinois au sens large, donc y compris jusqu'à Singapour. Et donc, évidemment, ils ont des intérêts partout. Et donc, ils défendent leurs intérêts d'abord économiques, parce que ce sont des entreprises, en quelque sorte. Et quand il le faut, et selon les moments, ils vont peut-être appuyer dans telle ou telle direction politique, parce que ça dépend aussi de leurs intérêts indirectement économiques. Donc, voilà, malheureusement, je n'ai peut-être pas plus à vous donner là-dessus. Très rapidement, je pense que les triades sont présentes dans toutes les communautés sinophones. Donc, c'est-à-dire y compris les États-Unis, le Canada, Hong Kong, Taïwan, Japon et la Chine, bien sûr. Alors, sont-ils contrôlés par la Chine? Enfin, je ne sais pas. Parce que moi, personnellement, en ayant vécu à Taïwan aussi longtemps, je n'ai pas vraiment senti la puissance ou l'influence des triades, parce que Taïwan, c'est une société très, très sûre. Donc moi, je pense que c'est simplement ça existe, comme Claude vient de dire, c'est une crime organisée, mais ils ne sont pas si puissants pour influencer la politique de Taïwan. Et donc, c'est simplement tout ce que je peux dire, parce que je n'ai pas le sentiment de la présence des triades à Taïwan. Alors, je vois qu'il y a encore malheureusement beaucoup de questions qui resteront sans réponse et je m'en excuse, l'heure tourne. Je vais cependant proposer un dernier tour de table et je suis sûr que c'est une question que beaucoup se posent ici dans la salle et que beaucoup se posent également en ligne. On n'a pas parlé du tout de la relation entre Taïwan et l'Europe, Taïwan et la France. Est-ce que cette troisième voie, notamment, qui a été portée par Emmanuel Macron, est quelque chose qui peut séduire Taïwan pour sortir un petit peu peut-être de ce piège qui serait cette relation entre Washington et Pékin? Et puis, concrètement, qu'est-ce que nous, Européens, devons envoyer comme message à Taïwan? Au-delà, bien évidemment, ça a déjà été rappelé au début de notre présentation, des félicitations sur le bon déroulement de l'élection et la démocratie
démocratie des institutions taïwanaises. Alors donc un petit tour de table rapide que je vous propose en guise de conclusion, hein, et désolé encore une fois, on fera d'autres conférences sur Taïwan parce que visiblement les questions pleuvent. Valérie, je te laisse commencer peut-être sur cette question donc de l'Europe. La première des responsabilités de l'Europe, c'est évidemment de conserver d'abord puisque l'Europe parle souvent de valeurs, de ne pas les oublier, et notamment de faire en sorte que Pékin, je rappelle que l'Europe est le premier partenaire commercial, l'Union européenne est le premier partenaire commercial de la République populaire de Chine, et donc de bien faire comprendre à Pékin que toute tentative de déstabiliser la situation dans le détroit de Taïwan aurait des conséquences notamment économiques très graves pour la Chine. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, qui est peut-être un peu utopique, c'est qu'on a parlé de Nauru qui avait abandonné, enfin qui avait une fois de plus changé son allégeance en se retournant vers la République populaire de Chine. Certains mentionnent éventuellement le Vanuatu. Bon, si Taïwan perdait toutes ses reconnaissances diplomatiques officielles, si la Chine décidait, par exemple, de s'acharner et de faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout, ça poserait quand même un certain nombre. Alors, Taïwan peut vivre sans, elle existe, Taïwan existe, donc peut vivre sans. Mais enfin, par exemple, à l'ONU, pour poser des questions, défendre d'autres pays peuvent le faire. Mais pourquoi ne pas imaginer que des pays européens se sacrifient, entre guillemets, et reconsidère la question de la reconnaissance de Taïwan. La République populaire de Chine a réussi à imposer l'idée que si on reconnaissait la République populaire de Chine, on ne pouvait pas reconnaître Taïwan. On a l'expérience en Europe, par exemple, des deux Allemagnes qui étaient toutes les deux représentées. Ça n'a pas empêché, même si on est dans la logique de Pékin, la réunification allemande. Donc, pourquoi ne pas tenter d'imposer l'idée que, eh bien non, cette position-là doit connaître une fin. Alors évidemment, si un seul pays le fait, il sera soumis aux rétorsions de la part de Pékin, mais enfin, c'est peut-être quelque chose à quoi l'Union européenne pourrait réfléchir. Merci Valérie. Claude? Oui, alors pour aller dans le sens de ce que disait Valérie, il y a un pays qui pourrait être candidat à ce rôle, ça pourrait être la Lituanie, qui a entamé déjà, enfin, qui est allé dans ce sens-là progressivement ces derniers temps. Bon, je ne suis pas sûr qu'il aille jusqu'au bout, jusqu'à rompre ses relations diplomatiques avec Pékin et reconnaître Taïwan. Mais ça, c'est éventuellement une possibilité. Je pense qu'en fait, la véritable nécessité pour les Européens, c'est d'abord de comprendre à quel point la question taïwanaise est une nécessité vitale pour l'Europe, ne serait-ce qu'en termes de ses intérêts purement économiques. Je vais me laisser, j'allais dire, les valeurs, etc., parce que la question des valeurs, c'est une question qui est très compliquée, parce que, bon, même chez nous, on a des problèmes avec nos valeurs, donc on peut toujours les discuter. En revanche, pour tout ce qui est question de vital, et je pense notamment aux intérêts économiques, l'importance de Taïwan pour les technologies de pointe en termes de puces, etc., il est indispensable effectivement qu'on fasse très attention à préserver l'existence de Taïwan en tant que telle. Et donc, comme l'a dit Emmanuel Macron, il faut que les Européens ne soient ni suivistes de la Chine sur cette question-là, ni des États-Unis qui parfois ont tendance à vouloir nous emporter dans des considérations qui sont les leurs et qui ne sont pas les nôtres. Donc l'important pour les Européens, avant tout, c'est de déterminer une position commune, et on sait très bien que c'est très compliqué entre Européens d'avoir des positions communes, mais je pense que sur Taïwan, ce serait peut-être une question, une possibilité assez simple, parce qu'effectivement, on a des intérêts vitaux par rapport à l'existence de Taïwan. Merci François, le mot de la fin. Alors, la troisième voie, justement, pour la diplomatie taïwanaise, c'est cette troisième voie, ce sont cette troisième voie qui s'est le plus améliorée. Avec les États-Unis, le Japon, c'était des alliés traditionnels, mais ce n'était pas vraiment le cas d'Europe. Alors, en Europe, il y a la Lituanie qu'on venait de parler.
que maintenant les relations s'améliorent jour par jour. Il y a aussi l'Ukraine qu'on oublie. Avant, l'Ukraine, c'était le pays le plus hostile envers Taïwan. Mais maintenant, puisqu'il y a la guerre d'Ukraine, donc on a beaucoup d'échanges avec l'Ukraine. La République tchèque, c'est pareil. Alors, pour la vieille Europe, moi, je pense que ça doit être la France. Hein. Euh, je le dis personnellement, pour moi, ces 6 années que j'étais nommé ici, j'ai vu comment les relations entre la France et Taïwan s'est améliorées. Par exemple, il y a eu d'abord, j'étais auditionné plusieurs fois par le Sénat et l'Assemblée nationale, ça s'est jamais arrivé. À l'époque, c'était pour la bonne gestion du Covid-19 que j'étais auditionné par le Sénat. Après, il y a eu une résolution qui a été passée au Sénat avec 304 contre 0. On avait discuter le sujet de Taïwan pendant plus d'une heure. Ça ne s'est jamais arrivé dans une grande démocratie comme ça, passer une résolution pour soutenir Taïwan. Et après, il y a eu la loi pour la programmation militaire qui considérait que la liberté pour la circulation maritime dans l'étroit de Formose et la mer de la Chine du Sud était un intérêt de la France. Donc, avec la politique d'Indo-Pacifique d'Emmanuel Macron, je crois que je peux dire aussi que la France a montré son engagement dans la région Indo-Pacifique et parce que vous avez aussi des intérêts dans cette région. Vous avez la Nouvelle-Calédonie. Vous savez, si vous laissez la Nouvelle-Calédonie être indépendant, le premier pays qui va, la première ambassade qui aura le plus d'influence en Nouvelle-Calédonie sera la Chine, parce que la Nouvelle-Calédonie fait plus d'échanges commerciaux avec la Chine qu'avec la France. Donc la France a certainement c'est-à-dire la France a certainement beaucoup d'intérêt dans la région. Donc, avec l'Europe, moi, je pense on va continuer. Mon ministre des Affaires étrangères, on est très content, y compris ma présidente Tsai Ing-wen. On a ouvert trois bureaux pendant ces 8 années. Il y a Aix-en-Provence, il y a Milan et il y a Lituanie. On espère bien sûr continuer à avoir des bonnes relations avec l'Europe. Et je crois bien, Valérie avait dit tout à l'heure, que si jamais on a plus de pays qui nous reconnaissent, qu'est-ce qui va arriver? D'abord, je pense que ça ne va jamais arriver. Mais, en deuxième chose, je pense quand les Chinois nous ont arraché le Nauru juste après que notre nouveau président a été élu, c'est un pays de 18 000 habitants. C'est sorti dans la presse pendant une journée et on n'en parlait plus. Donc je pense pour Taïwan, il faut savoir la prospérité, la richesse, aussi les valeurs que Taïwan a appris sont tous d'Europe, des États-Unis, des pays avancés. C'est là qui a constitué vraiment la valeur de Taïwan. Les pays qui sommes nos alliés sont c'est important pour nous parce que grâce à eux, Taïwan existe sur le droit international. Comme je l'ai dit tout à l'heure, rien n'est écrit dans le droit international. Il faut combien de pays pour nous reconnaître, pour être vraiment un vrai pays souverain. Donc, chaque catégorie de pays que Taïwan entretient des relations ont leur importance. Il y a sur le droit international, sur les vrais intérêts, la prospérité, les valeurs, la politique, et je pense que c'est comme ça que Taïwan va continuer à exister, à prospérer, et en espérant bien sûr à travailler davantage avec vous. Merci. Merci à tous.